Un archipel volcanique, comme un dragon plongé dans les eaux, dont seule la dorsale émergerait. Le Japon est ce pays de neige et de montagnes, habité par le feu. On connaît surtout ses plaines côtières surpeuplées. Mais pourtant, 70% du territoire est fait de ces hauteurs. Elles dispensent leurs richesses, l'eau, le bois. Volcaniques, elles sont source d'énergie et aussi de danger. Sacrées, elles gardent les traditions et sont habitées par les dieux. Je compte sur les montagnes pour me dévoiler cet autre Japon, sauvage et méconnu. Avant de tenter à la fin de mon voyage, alors que le printemps chassera l'hiver, de gravir le plus sacré, le plus mythique et le plus haut d'entre eux, le mont Fuji. Première vision vue d'en haut. Tokyo, la métropole la plus peuplée au monde. Au Japon, plus du quart de la population vit sur 2% du pays. L'homme a colonisé les étroites zones de plaine et aussi la mer. Dans la baie de Tokyo, les îles artificielles grignotent du terrain. Autoroutes suspendues, tours, un inextricable lacis d'asphalte. Les constructions se pressent ou même s'emboîtent. À l'atterrissage, l'effervescente cité me happe. Même au ras du sol, le vertige nippon me saisit. Pour ma première nuit dans la capitale, le taxi me guide vers un Kapuseru Hoteru, un concept typiquement japonais. Un hôtel capsule conçu pour optimiser au maximum l'espace si précieux. Je prends possession de mes appartements. 1 mètre cube pour la nuit. Je me faufile dans ma capsule, prête pour commencer le grand voyage. Je vais partir de Tokyo pour arpenter les montagnes de Honshu, l'île principale. Puis je découvrirai celle d'Hokkaido pour terminer au mont Fuji. Au matin, je plonge dans les entrailles de la ville et tente de rejoindre la gare de Tokyo. Quand je crois avoir trouvé ma route, je suis à nouveau déboussolé. Le flot de la foule m'a guidé vers une peluche jaune. On fait la queue pour faire des photos avec la mascotte Pom Pom Pring. C'est parce qu'il est très connu. Le style vestimentaire des jeunes filles m'intrigue aussi. C'est le style Lolita. Lolita! Le style Lolita, bien sûr. Ces adeptes cherchent à ressembler à une poupée victorienne pour lutter contre l'uniformisation de la société. Ce n'est décidément pas dans les dessous de Tokyo que je trouverai ce que je cherche. Mais un indice me dit enfin que je suis sur la bonne voie. Je veux rejoindre le mont Takao, la montagne la plus proche de la capitale et très prisée des Tokyoïtes. Car sortir de la ville au Japon veut dire quitter la plaine urbanisée et s'élever dans les hauteurs inhabitées. Un jour, j'ai rencontré un monsieur de 80 ans au sommet du mont Takao. Il m'a dit que si on venait ici 1 fois par semaine, on tombait difficilement malade. Alors depuis cette rencontre, je suis cette consigne. Merci, au revoir. Un petit groupe formé à la sortie de la gare attire ma curiosité. Alors je m'approche. Je m'appelle Amemia et je suis responsable de la marche d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour votre participation. Je vous demanderai de marcher à la queue leu-leu en 2 lignes, celle des garçons et celle des filles. Aujourd'hui, il y a presque 20 personnes célibataires, hommes et femmes, qui participent à la marche. Ils vont monter ensemble le mont Takao et arrivés au sommet, ils feront une pause pour grignoter des gâteaux et alors peut-être qu'ils s'échangeront leurs contacts. Après, ils rentreront chez eux. C'est une sortie organisée par une agence de speed dating. Mieux que dans un restaurant ou dans un bar, apparemment la montagne favorise les rencontres.
Les gens se dévoilent quand ils se mesurent avec la montagne. Il peut y avoir des situations un peu périlleuses. Alors cela permet aux hommes et aux femmes de tisser une intimité plus forte. Face aux obstacles, les caractères se révèlent. Il y a des choses auxquelles j'aimerais bien que vous fassiez attention. En principe, nous allons avancer doucement, mais il y a tout de même des pentes raides. Si vous vous sentez mal, faites signe à l'un des organisateurs. Comme l'état de la route n'est pas très bon, essayez de ne pas toucher votre portable pour la sécurité. Les organisateurs font monter la pression. Pour fédérer le groupe, rien de tel qu'un peu d'adrénaline. Alors avant la marche périlleuse, un bon échauffement avec un guide assermenté est indispensable. La montagne est ici prise très au sérieux. Miyo, mon nom c'est Miyo Konegi. C'est la première fois que tu fais des randonnées? Oui, c'est la première fois. Pareil pour moi. En fait, c'est les gens de ma boîte qui m'ont prêté ce matériel. Ah oui, t'es très bien équipé. La marche ne s'avère pourtant pas vraiment extrême, en pente douce sur une route goudronnée. Amémia, l'organisatrice, surveille, elle, le chrono. Toutes les 7 minutes, les partenaires changent. C'est le moment de changer les binômes. Arrêtez-vous! Dis donc, la montée, ça donne chaud. Mais au départ de la marche, le nombre de participants était impair. Il manquait une fille. Alors je finis par me prêter au jeu et tente de donner le change en mélangeant anglais et japonais. On fait ça parce qu'il est dit que si on passe par le trou et qu'on sonne la cloche, nos vœux seront exaucés. On fait une petite prière, non? Merci beaucoup. Allez, on sonne à 3. Et on fait un vœu. Je crois que dans les montagnes, on se parle plus que dans les bars, car on fait quelque chose ensemble. Donc on a des sujets de conversation en commun. Pour moi, les montagnes, ce n'est pas un lieu de culte. C'est plutôt pour le plaisir sportif et le loisir. N'hésitez pas à prendre les contacts des gens. Vous avez peut-être déjà des amis en commun. Partagez vos contacts. C'est comme ça qu'une relation se tisse. Allez, courage les garçons. N'hésitez pas à inviter les filles. Je ne sais pas comment on échange les contacts. Attends, qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment faire sur cet écran. J'arrive pas à lire le code. Ah, ça marche. C'est bon. Loisirs, tourisme, sport, différents styles s'entremêlent et se croisent. Chacun a ses raisons pour venir jusqu'ici. Mais les lanternes bouddhistes, les divinités, les ex-voto rappellent qu'avant tout la montagne est un lieu sacré. Alors sous l'œil du Tengu, dieu des montagnes et des forêts, Ichiro m'invite au rituel. Faire un vœu à confier aux montagnes. C'est ce qu'on appelle gomaki. On écrit des vœux d'un côté et sur l'autre, le nom et l'âge. Vous avez un vœu à faire ?
J'aimerais escalader le mont Fuji à la fin de mon voyage. Vous pouvez l'écrire pour moi? Là, votre nom et l'âge ici. Mon nom, c'est Sibylle. Sibylle. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ascension du mont Fuji. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Mettez-le ici. Comme ça, on va le faire brûler. Je découvre qu'une cérémonie est en pleine préparation. Un rituel du feu perpétué par les adeptes du Shugendo. Une branche du bouddhisme spécifiquement japonais qui vénère les montagnes et pratique l'ascèse. Pour nous, les montagnes sont des endroits sacrés. Il est important de leur rendre par des prières tout ce qu'elles nous donnent. C'est dans les montagnes que se trouve la racine de toutes les vies, comme les arbres, les oiseaux et les insectes. Nous avons coupé les arbres pour en faire ces talismans. Et ces morceaux de bois que nous a offerts la montagne vont être brûlés par le feu saint du Bouddha. Nous allons essayer de faire en sorte que ces maux et ces mauvais souvenirs deviennent la source de l'énergie qui nous encouragera à continuer à vivre. C'est le but de ce rituel. Si près de Tokyo, le mont Takao serait la montagne la plus fréquentée au monde, avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Alors la cérémonie bouddhiste attire une foule éclectique. Chez les Japonais, religion, superstitions et croyances diverses se mélangent mais sans s'affronter. La foule nombreuse n'empêche pas la solennité du moment. Chasser le mauvais esprit, éprouver son corps et le purifier par le chant, le feu et les arts martiaux. Ce rituel du feu au Takao n'a lieu qu'une fois par an. Pour les adeptes, il est une étape de leur cheminement sur la voie sacrée des montagnes. Ils célèbrent aussi leur lien avec la nature. Certains talismans sont exposés à la fumée pour prendre la puissance du feu. Ils auront ensuite le pouvoir d'empêcher les incendies dans les maisons. Les milliers de prières et de vœux, pour être exaucés, vont eux par contre partir en fumée. Les adeptes s'adonnent alors à la marche sur le feu. Ils invitent les spectateurs à faire de même, avec des porte-bonheur parfois inattendus. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les prières doivent se faire dans la tranquillité. Donc, ce rituel, si vif et festif, peut sembler un peu étrange. Mais la passion et la force qui habitent l'esprit humain, pourquoi ne rimerait-elle pas avec la puissance de ce feu ?
Alors à mon tour, j'emprunte le chemin de braise. Pieds dans les cendres chaudes, au cœur de la fumée, je sens l'esprit des montagnes m'imprégner. Comme un parcours initiatique, mon voyage a vraiment commencé. J'ai quitté Tokyo, le mont Takao et toute sa périphérie urbaine. Je pénètre enfin le cœur plus sauvage du pays, dans le domaine des montagnes. Tournez à gauche, dans 700 mètres. Je suis en chemin vers la chaîne volcanique du mont Adatara. Au-dessus de 300 mètres d'altitude, la neige est là pour rappeler que l'hiver n'est pas encore terminé. Je suis arrivé hier au lodge Numajiri Kogen, dans la région de Fukushima, où Junko Tabei, célèbre alpiniste japonaise, accueille aujourd'hui un groupe. Bonjour. Bienvenue. À 75 ans, Junko est encore une boule d'énergie, dotée d'un grand sens de l'organisation et de l'humour. Bonjour, tout le monde a des gants et des bonnets? Vous pouvez laisser vos paniers repas ici. Et ne vous inquiétez pas, personne ne va les piquer. On mangera dans cette cantine. Le premier groupe sera guidé par mon fils, Shinya Tabei, pour lequel je vais déposer un avis de recherche. Il a disparu, mais je vous le présenterai plus tard. En tout cas, il guidera le groupe 1. Junko Tabei n'est pas n'importe quel alpiniste. Elle a gravé son nom dans l'histoire en étant la première femme au monde à conquérir l'Everest en 1975. C'est le titre. Une équipe japonaise de femmes a atteint le sommet de l'Everest. Voyez, cela a fait la une du journal avec des photos de toutes les membres de l'équipe. Dans les années 60, il y avait très peu d'alpinistes femmes. Il y avait une pression sociale qui faisait que les femmes devaient s'occuper de la famille et les hommes travaillaient. C'était beaucoup plus tranché qu'aujourd'hui. Les hommes ne voulaient vraiment pas que les femmes pénètrent dans ce monde masculin. Un monde d'hommes que la japonaise issue d'une société réputée machiste a réussi à dominer de son sommet. Cette photo a été prise au sommet du mont Everest en 1975. À la grande différence d'aujourd'hui, il n'y avait rien d'artificiel au sommet à l'époque. C'est une très belle photo. Il y a la signature de Sir Edmond Hillary, un petit souvenir qu'il a laissé quand on l'a accueilli dans l'auberge. Nous gravissons l'escalier pour remonter le temps. Junko m'amène dans le petit salon, gardien de sa mémoire. Un véritable cabinet de curiosités où sont gardés les souvenirs de ses expéditions. C'est un très vieux mousqueton. Personne n'utilise plus ce genre de choses aujourd'hui. Il est en fer. Et il marche toujours. Il date des années 60. Il m'a protégée pendant si longtemps. Ce sont des objets auxquels je suis très attachée. Et ça, cela montre à quel point on était pauvre quand on est parti au mont Everest. C'est un surgant que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes avec des housses de voiture. Comme mon mari travaillait pour une entreprise d'automobile, il a pris des housses de tous ses collègues. Nous les avons découpées et cousues pour en faire des gants. Il s'agit d'un vrai souvenir. Surtout que personne aujourd'hui ne prendrait des surgants aussi fins que ça pour aller à l'Everest. L'Everest où elle se hisse au niveau des plus grands, comme l'Italien Reinhold Messner. Je ne pense pas vraiment avoir changé après mon ascension de l'Everest. J'étais juste contente d'avoir atteint le sommet. Mais mon entourage a beaucoup changé. Ceux qui pensaient que c'était impossible pour les femmes ont fait une vraie volte-face. Ils me parlaient différemment. Ça m'a beaucoup surprise. Par son exploit, la jeune alpiniste a bousculé les traditions bien ancrées.
Avant le départ pour la marche, petit échauffement de groupe rituel. Pourtant rien d'extrême, nous sommes loin d'être en Himalaya, malgré la neige et le froid. Alors je profite de la promenade pour faire connaissance avec certains des protagonistes. Moi, je viens d'un petit village appelé Okuma, de la préfecture de Fukushima. C'est là où se trouve la centrale nucléaire. Je travaillais dans mon jardin, derrière ma maison, quand les tremblements de terre nous ont secoués. Les secousses étaient tellement énormes que je me suis accroché à un arbre. Je craignais que le toit de ma maison ne soit arraché. Et le lendemain matin, les gens de la municipalité ont appelé par les haut-parleurs pour qu'on parte du village. Je pense que je n'y rentrerai plus. Depuis, à cause de tout ça, j'ai totalement perdu le contact avec la nature. J'ai perdu aussi l'occasion d'échanger avec les gens du village. Alors ce genre d'excursion est vraiment très important pour moi. Le groupe de marche est en fait exclusivement constitué de personnes ayant dû fuir leur village à la suite de la catastrophe de Fukushima, déclenchée par un puissant séisme en 2011. Quand les tremblements de terre ont frappé le Japon en mars 2011, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Moi, je ne pouvais pas aller sur le terrain pour sauver des gens directement, comme ce que fait la force d'autodéfense. Mais par contre, marcher avec des réfugiés comme ça, je peux le faire. Donc j'ai parlé de cette idée aux gens dans les centres de refuge, qui l'ont trouvée excellente. C'est pour ça que j'ai commencé ces excursions. Les participants m'ont dit que ça leur faisait du bien de marcher dans la forêt, que ça leur donnait du courage. La montagne pour soigner l'âme. Junko sait à quel point les hauteurs peuvent permettre de puiser au plus profond de ses ressources intérieures. Elle en profite même pour stimuler la créativité et l'âme poète des participants. Sachez donc que vous êtes en train de marcher sur des pistes de ski historiques. Est-ce que cela vous inspire pour faire un petit poème, un haïku? Allez, un petit haïku s'il vous plaît. C'est compliqué? Il paraît que c'est une piste de ski historique. Donc j'ai noté cette information, puis je cherche d'autres inspirations pour faire un haïku. Je n'ai rien trouvé pour le moment, donc je vais continuer à marcher en cherchant autre chose. Quand j'étais au camp de base de l'Himalaya, on s'amusait à écrire des haïkus, car on n'avait rien d'autre à faire. Là, j'ai demandé aux gens du groupe d'écrire des haïkus, parce que c'est une manière de s'exprimer. Je leur en fais écrire à chaque sortie. Et après, j'aimerais en faire un livre. Et on distribuera le livre dans les centres de refuge. Le groupe 1, rendez vos raquettes dans la baraque, s'il vous plaît. Après le déjeuner, pas de répit. Les participants se lancent dans un studieux atelier d'écriture pour terminer leur haïku en suivant les codes stricts de sa composition. Il faut que ce soit 5, 7, 5, n'est-ce pas? Ni plus, ni moins. Il faut les compter donc. Il faut y mettre un mot pour représenter la saison et décrire le paysage. Tout ça en 17 syllabes. C'est une forme de poésie traditionnelle très ancienne et très difficile. Sur la nouvelle neige éphémère de mars, retentissent le bruit des raquettes. Pour les prochaines fois, nous allons essayer d'inviter non seulement des gens des villages d'Okuma, mais aussi ceux des villages alentours. Et vous, restez en forme pour qu'on puisse se revoir. Donc merci vraiment d'être venu aujourd'hui et à bientôt. Après une journée passée à transmettre aux autres les bienfaits de la montagne, Junko à son tour s'offre un instant de détente. Alors nous tombons les vestes de ski
pour nous glisser dans les sources d'eau chaude. Les Japonais adorent les onsen. Ils ne manquent pas d'y aller après les randonnées. L'eau chaude vient du volcan Adatara, juste derrière l'auberge. Là, il y a des sources d'eau chaude. Comme l'eau vient directement de là, elle est vraiment chaude. Les gens ont tendance à penser que les montagnes et les volcans sont dangereux. Mais en même temps, ils nous offrent toutes ces choses magnifiques. Donc je crois qu'il y a des bons aspects et des mauvais aspects. Un côté dangereux et un côté nourricier. Mais si les hommes entrent dans la montagne avec de la révérence et de l'humilité, en demandant « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît », je pense que cela permet de réduire le danger. Mauvaise et bonne, dangereuse et nourricière. Je repense à ces mots de Junko pour définir la montagne. Deux faces contradictoires, mais complémentaires. Je repars, gonflé de l'énergie puisée pendant la marche. La montagne est une ressource spirituelle, mais aussi matérielle. Cette force vitale est là, partout, dans les hauteurs. Le pays abonde en eau grâce aux sources qui y naissent. Les nombreuses rivières qui sillonnent ce Japon montagneux irriguent les rizières et alimentent les villes des plaines. Dans une de ces vallées étroites, façonnées par un cours d'eau, se cache une maison traditionnelle au toit de chaume. C'est ici que se concocte l'une des boissons les plus fameuses du Japon, le saké. Le patron de l'entreprise familiale m'attend. Je suis désormais habituée aux salutations rituelles. Et de plus, équipée d'un accessoire indispensable au Japon, la carte de visite. Et j'ai pris le coup de main, j'arrive même à dégainer plus vite que mon interlocuteur. Allons-y. Je ne suis plus étonnée non plus par l'échauffement collectif qui apparemment précède au Japon toute activité. Chargé de fermentation, avez-vous des questions? Non, pas particulièrement. S'il n'y a rien, j'aimerais qu'on se mette au travail. C'est parti. C'est le début ce matin du long processus de transformation pour obtenir la boisson fermentée à base de riz. Il y a 3 étapes dans la fermentation du saké. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la première étape. On cuit le riz à la vapeur pendant 1 heure avant de le mettre dans les cuves. Notre région produisait beaucoup de riz à la fin du 19e siècle, à l'époque où la distillerie a été fondée. Les anciens se seraient demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce riz. Alors, en réponse à cette question, ils ont décidé de commencer à fabriquer du saké. Aliment de base des Japonais, le riz est ainsi consommé à toutes les sauces, en nourriture ou en boisson. Le riz qu'on est en train de cuire à la vapeur, c'est un riz spécial pour la production de saké, appelé sakamai. Les grains de riz normaux collent à la main si on les écrase, mais ceux-ci, regardez bien, ils ne collent pas du tout. Du coup, l'effet de la fermentation est bien réparti sur chaque grain. C'est très important pour faire du saké de qualité. Et avec Tomohiko, on ne perd pas le rythme. Allons-y, on va à la source. Juste derrière l'entrée, là où vous avez enlevé vos chaussures. Car pour faire du saké, une autre matière première est encore plus cruciale que le riz. La chose la plus importante pour les fabricants de saké, c'est la qualité de l'eau. On s'en sert à toutes les étapes de la fabrication. Une eau que Tomohiko me propose aussitôt de goûter. C'est une région abondante en eau, car nous sommes ici dans les montagnes. Alors il y a beaucoup de neige et de pluie qui tombent. Elles sont absorbées par la terre qui nous les rend. La qualité du saké tient dans une formule magique. Mizu, Kome, Waza. L'eau, le riz et le savoir-faire du brasseur. Mais Tomohiko, le brasseur, fait lui confiance aux habitants invisibles des lieux.
Une distillerie est un endroit habité par les dieux. Et cette corde est là pour honorer le dieu de l'eau. Le shintoïsme est ancré dans la vie quotidienne. Selon ses croyances animistes, il existe plus de 8 millions de dieux, les kami, incarnés dans tous les éléments de la nature. Le saké et les dieux sont inséparables depuis toujours. Les prêtres n'exécutent jamais un rituel sans avoir du saké. Les rizières ont un dieu spécifique, de même pour l'eau. C'est grâce à ces dieux qu'est produit le riz. Et nous, c'est à partir de ce riz que nous produisons du saké. Alors, nous rendons ce saké aux dieux en les remerciant. Et c'est la fin du cycle. Je laisse les dieux déguster leur saké. Comme je reprends le volant, il m'était là s'interdit de les accompagner. Je roule au cœur du pays de neige, une appellation officielle au Japon pour ces zones où la neige très abondante en hiver gêne la vie des habitants et leur travail. Mais la neige peut être aussi une ressource précieuse. Je suis attendu dans une maison et je me conforme à un autre rituel immuable au Japon, le passage aux chaussons. Je suis mené au bout du couloir vers une étrange marionnette. C'est le patron de la petite entreprise de tissage. Bonjour. Bonjour. C'est une étape de fabrication de notre étoffe. On marche le tissu pour que les mailles se resserrent. Il faut que les mailles soient vraiment petites. C'est une technique de fabrication très traditionnelle, au point d'avoir été classée comme bien culturel immatériel du Japon. C'est l'une des origines du tissage japonais. Mais malgré tout, la tradition fait parfois quelques concessions à la modernité. On va passer à la prochaine étape, celle du Yukizarashi. On va partir dans les montagnes. On le fait chaque année pendant la saison des neiges. Le Yukizarashi, intrigante étape du tissage qui doit se passer dans les montagnes. Nous nous dirigeons vers les hauteurs pour trouver l'endroit idéal avec suffisamment de neige. Kyoshi est accompagné de ses deux filles, Ritsuko et Akira, qui l'assistent. Le vent commence à souffler. Quand la chaleur du soleil fait fondre la neige, elle s'évapore. La vapeur passe par les mailles du tissu. Il y a des réactions chimiques qui se produisent et elles blanchissent le tissu. Mets de la neige sur le tissu pour ne pas qu'il s'envole. Vous voyez les bandes de tissu? C'est parce que nos clients ont défait le kimono et nous ont renvoyé le tissu pour le blanchissage. Ils en ont fait un tissu de 13 mètres de long avec tous les morceaux. Et le blanchissage par la neige permet de le nettoyer. C'est ce qu'on appelle le retour aux sources du tissu d'Eshigo Jobu. Pendant plusieurs après-midi, le tissu est exposé pour cette étape ultime du blanchissement par la neige. Ritsuko s'occupe aussi des étapes précédant le Yukizarashi, celui de la confection du précieux tissu. Le classement à l'UNESCO impose un travail entièrement à la main et l'utilisation du métier à tisser traditionnel. Je vivais ici jusqu'à ce que je termine le lycée.
Et après, je suis partie à Tokyo pour mes études. Ensuite, j'y ai trouvé un travail et j'y suis restée pendant 10 ans. Mais je ne voulais pas avoir une vie monotone, sans aucun changement, en passant le reste de ma vie dans la même entreprise. J'ai commencé à m'intéresser aux choses traditionnelles. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le métier de ma famille était très traditionnel. Et je me suis dit pourquoi pas ? Et c'est ainsi que je suis revenue. Avant, je n'avais jamais pensé que la neige était une bonne chose. Et j'ai vraiment appris à apprécier les valeurs et les avantages de la région dans laquelle je suis née et où j'ai grandi. Il y a beaucoup de choses qui ne se comprennent qu'après le retour. Comme le tissu qui retourne au pays pour le blanchissement, Ritsuko a fait son retour aux sources, en revenant s'installer dans des régions montagnardes, à contre-courant de l'exode rural. Autrefois, après de longs mois de tissage pendant l'hiver, la sortie des tissus sous le soleil réjouissait les habitants. Il était le signe de l'arrivée du printemps dans le pays de neige. Un long ruban horizontal strie ce monde vertical et le traverse. Le Shinkansen, train à grande vitesse japonais, sillonne le pays. Tunnels et ponts ont dû être construits car la géographie montagneuse n'est pas la plus simple pour le passage d'un tel engin. Merci d'avoir pris notre train. Nous arrivons bientôt à Omiya. Les voyageurs qui prennent les trains pour Tohoku, Yamagata et Akita sont priés de changer de voie. Veuillez attendre ces trains à la voie 17. J'ai pris le train pour rejoindre l'aéroport et m'envoler depuis Honshu, l'île principale, vers l'île d'Hokkaido, car on m'a parlé de Niseko, une des stations de ski les plus réputées du Japon. Ici, la neige abondante est une ressource évidente qui attire des visiteurs du monde entier en quête de poudre blanche. D'où êtes-vous ? De Singapour. Et les visiteurs à Niseko sont principalement étrangers ? Oui, principalement des étrangers. De Singapour, d'Hong Kong, d'Australie. Nous sommes venus ici pour la nourriture et le ski. Pour la bonne neige ? La bonne neige et la poudreuse bien sèche. Sur les pentes volcaniques du mont Niseko Annapuri, entre 300 et 1300 mètres d'altitude, le tout Asie-Pacifique dévale les pistes. Depuis le sommet jusqu'ici, ça prend environ 20 minutes. Mais soyez prudents dans la montagne. Allez, passez une bonne journée. Akio Shinya est un des doyens de la station, toujours pisteur à presque 70 ans et véritable mémoire de l'histoire de la montagne. Il y a 100 ans, beaucoup de militaires japonais sont morts en montagne, en hiver, à cause d'un accident. Les Européens ont été très surpris par cet accident. Alors, un major autrichien nommé Lerch a été envoyé au Japon pour apprendre le ski aux soldats japonais. Née sous l'impulsion des Européens, la mode du ski a connu au Japon un boom dans les années 80, avant de décliner doucement auprès des Japonais. C'est pourquoi Niseko mise aujourd'hui sur le tourisme étranger. Akio a rejoint le chasse-neige pour son tour de surveillance quotidien et m'embarque à son bord. Après avoir gravi les sommets du monde entier, l'alpiniste se consacre désormais à sa montagne et à la sécurité des autres sur son île natale. Je vais voir l'état de la neige pour que les skieurs n'aient pas d'accident. La zone dont je m'occupe, c'est tout ça. Hokkaido fait face à la Russie, d'où soufflent les vents sibériens, créant ce climat si sec qui rend la poudreuse la plus légère au monde, selon le mythe. Monsieur Shinya.
Oui, allô? Je regarde si l'anémomètre du sommet fonctionne bien. Il a l'air de marcher, mais j'ai un doute sur le chiffre qu'il indique. Oui, je vous vois d'en bas. Dans le domaine d'Akiyo, je bénéficie du privilège des montagnards, dominer la plaine et se gorger d'espace. Le luxe ultime, et au Japon particulièrement. Beaucoup de personnes viennent à Niseko car ils veulent faire du hors-piste pour profiter de la poudreuse. Dans les autres stations de ski, ils restreignent très souvent cette liberté. Nous, on essaie de garantir la sécurité des skieurs tout en respectant leur liberté. Pour nous, et pour les hommes en général, la liberté est très importante. Alors Akiyo m'offre un shoot de liberté, hors des sentiers battus, dans l'arrière-pays. Un slalom en pleine nature, entre les bouleaux et les sapins. J'adore ce chemin. Au cœur de son chalet, Akiyo retrouve le soir tous ses amis, pisteurs des stations voisines. Niseko est une zone vraiment grande. 5 entreprises distinctes gèrent les pistes. Mais il n'y a qu'un mont qu'on doit se partager. Ceux qui se trouvent ici sont des agents de sécurité des 5 entreprises différentes. Et ce soir, on est tous là ensemble pour boire un coup. Mais la règle de Niseko la plus importante, c'est que eux et moi, quoi qu'il se passe, tous les matins à 6 heures, on part faire la ronde. Grâce à leur expérience, ces hommes de l'ombre œuvrent pour prévenir des dangers de la montagne et la partager avec d'autres. Je suis arrivé au nord de l'île d'Hokkaido. Malgré un lever de soleil prometteur, la neige tombe. Heureusement, les distributeurs de boissons chaudes dans les aires de repos aident à se réchauffer. Dans ce froid, je suis intrigué par le travail d'hommes en train d'arroser la neige. La température de cette eau est à peu près de 40 degrés. Et celle de l'eau de la source est à environ 68 degrés. C'est de l'eau que l'on pompe à plus de 600 mètres de profondeur. Alors au Japon, on déneige à l'eau chauffée gracieusement dans les entrailles de la terre. L'eau chaude est utilisée également pour le repos du conducteur. Les clients viennent ici et mettent leurs pieds dans le bain. Ils lisent parfois des mangas. Mais à cette saison, il fait froid à l'extérieur et en plus, comme vous le voyez, on n'est pas dans un bâtiment. Alors quand on s'assoit, ça gèle les fesses. Donc en ce moment, il n'y a pas de clients et j'en suis désolé. Mais en été, tout le monde vient ici. On n'a même plus de place pour s'asseoir. Cela réchauffe le corps jusqu'à la tête. Hokkaido est connu pour sa nature sauvage et pour être une étape de migration privilégiée pour les oiseaux de Sibérie. C'est aussi ici qu'a trouvé refuge Tadeshi Mizoguchi, photographe inspiré depuis toujours dans son travail par la nature, les montagnes et les forêts. La montagne satisfait mon romantisme. C'est un endroit que j'aime parce que je peux sentir la nature.
Et ces vertus s'expriment et parlent à nos 5 sens. Taleshi m'amène en forêt. La photographie est pour lui l'art d'une observation minutieuse de la nature. On voit le cycle de la vie et de la mort dans la forêt. J'essaye de saisir cet aspect en photo. Comme les branches tombées par terre et les petits germes qu'on voit pousser sur ces branches. Ou les choses de la forêt qui se décomposent et s'intègrent dans le sol. Ou encore les champignons et les bactéries qui accélèrent cette décomposition. Là, en ce moment, en hiver, tout attend patiemment le printemps. Et quand le printemps s'épanouit, tout d'un coup, la vie recommence. Accepter l'impermanence, que les choses meurent et renaissent, comme à chaque saison. La nature dispense des leçons de vie chaque jour, que Taleshi essaye de transmettre par ses photos. Il me propose de m'emmener plus loin, dans un des endroits les plus reculés, à travers une plaine cette fois, pour rencontrer quelqu'un avec qui il a souvent partagé ses réflexions sur la nature. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous revoir. Vous habitez un endroit tellement magnifique. Juste à l'instant, des grues sont arrivées pour manger ici. Ah! Ça, c'est formidable. On a vraiment de la chance. Pour les Aïnous, les grues sont le dieu de la plaine humide. Autrefois, Hokkaido était seulement habité par les Aïnous. Les Japonais sont venus de l'île principale, notamment pour la pêche, comme le hareng du Pacifique. Ils ont fini par conquérir Hokkaido. La culture aïnou subsiste aujourd'hui encore dans certains endroits. Les endroits où il y a des musées. Dans notre culture aïnou, on remercie toujours la nature pour sa vertu nourricière. Pour nous, l'ensemble de la nature est le Dieu. Oui, j'aime la culture aïnou, ce peuple aïnou. Nous, les Japonais, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Pour Taleshi, l'origine est là. Si la nature et les montagnes sont sacrées au Japon, c'est un héritage de ce peuple animiste, aujourd'hui en voie de disparition. Je quitte les grands espaces d'Hokkaido par la voie des airs. Et je me suis posée au cœur de montagnes fumantes. Est-ce pour cette raison que ces lieux portent le nom de vallée de l'enfer ? La fumée d'un blanc immaculé ne semble pourtant pas menaçante. Je me laisse guider par le réseau de tuyaux pour trouver son origine. Ce que vous voyez ici, c'est le puits qui tire de la vapeur depuis 1000 ou 2000 mètres de profondeur. La vapeur qui sort du puits passe par ces tuyaux argentés qui débouchent sur la centrale, qui produit de l'électricité avec cette vapeur pour alimenter toute la région. Ici, l'or n'est pas noir, mais blanc, comme la neige ou comme cette vapeur d'eau. Le souffle brûlant exhalé du cœur volcanique des montagnes est transformé en énergie. Alors je suis à nouveau les artères vitales où circule ce flux pour découvrir la centrale de géothermie. Et je me présente aux responsables avec ma carte de visite comme sésame. Même pour une visite improvisée, je suis accueillie avec le protocole habituel.
L'archipel du Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Le potentiel de la géothermie du Japon est le 3e plus grand au monde, après les États-Unis et l'Indonésie. Au moment où l'exploitation de la géothermie avait atteint un certain niveau, l'État a coupé les subventions, ce qui a retardé le développement. Mais depuis les tremblements de terre de 2011, les énergies renouvelables sont revalorisées et on voit la situation se débloquer progressivement. Le volcanisme offre aussi d'autres bienfaits aux hommes. Les Japonais raffolent des onsen, bains alimentés par les sources d'eau chaude venues des profondeurs, que j'ai testé la première fois avec l'alpiniste Junko Tabei. Le panneau n'est pourtant pas très engageant et ma route est vite stoppée. Heureusement, pour cette pause obligatoire, je trouve un onsen. Passé le vestiaire des femmes, je découvre que je ne suis pas seule à vouloir profiter des eaux chaudes en pleine nature. Un jeune japonais partage le bain avec moi. Autrefois, beaucoup d'onsen étaient mixtes. Vers la fin du 19e, le concept de pudeur occidentale a été importé, et ce qui a fait que la mixité a disparu. Les bains mixtes ne restent que dans des endroits reculés comme celui-ci. Comme cette eau contient beaucoup de minéraux, on dit traditionnellement qu'elle a des vertus thérapeutiques. Autrefois, les samouraïs fréquentaient les onsen après les batailles pour se guérir. Samouraï de la route, j'abandonne les délices du onsen et repars à l'assaut des montagnes qui m'attendent demain. Au matin, nouveau rituel auquel m'initie Yoko. Le déneigeage de la voiture et des passagers. Yoko m'a rejointe pour me guider dans le monde sacré des monts Dewa, 3 montagnes vénérées pour la religion shinto et le bouddhisme. Elle va me présenter aux moines bouddhistes du Shugendo de cette région. Une branche cousine de ceux que j'ai rencontrés au mont Takao. Les disciples qui s'engagent sur cette voie spirituelle cherchent à devenir des Yamabushi, littéralement ceux qui dorment dans la montagne, par des pratiques ascétiques dans les hauteurs. Yoko est une aspirante Yamabushi. Par ici. Ah, il y a des visiteurs. Il faut prendre les chaussons ? Non, non, ça c'est pour l'extérieur. Comme ça, c'est bien. Je me suis trompée de salle. Puis-je entrer ? Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, comment allez-vous ? Ça fait longtemps. Cela me fait plaisir de vous revoir. Merci de votre visite. Je te présente le maître Kokai Shimazu. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Il est un grand maître pour moi. J'ai commencé mon initiation il y a 1 an. Et j'ai pu participer grâce à lui à un entraînement appelé l'entraînement des cimes d'automne, qui se tient 1 fois par an. Les Yamabushi entrent dans la montagne et ils écoutent. Ils disent que les herbes et les arbres vivent tous au même titre que les hommes. Ce sont tous des êtres vivants. Les montagnes sont l'origine de la vie. C'est pour cela que nous considérons les montagnes comme la mer. Pour nous, en tant qu'origine du monde, elles ont une force immense. Nous nous y rendons et essayons de percevoir et de comprendre cette force de la nature.
En Orient, on essaye de s'unir avec la nature. Contrairement aux pensées européennes, caractérisées par l'affrontement avec la nature. Il conquiert la nature alors que nous, on devient la nature. C'est de là que vient cette pensée selon laquelle tous les êtres sont Bouddhas. Même les arbres et les herbes sont égaux aux hommes. Je trouve cette pensée formidable. Après la visite au maître, suivant le rituel, nous commençons par rendre visite au mont Aguro, considéré comme la porte d'entrée de ce monde sacré et mystérieux. Après cette première étape, nous pouvons nous rendre au mont Yudono, considéré lui comme le cœur de ce monde, mais dont l'accès est difficile en hiver. J'ai pris ça au temple. C'est chouette ça, vraiment chouette. Nous avons retrouvé un groupe qui s'apprête à partir pour une marche dans les montagnes, organisée par le fils du maître de Yoko, lui aussi moine et Yamabushi. C'est magnifique. Ces habits sont appelés Shiroshozoku. On s'habille en blanc, car c'est la couleur pure et sainte pour aller dans les montagnes. Ça s'appelle Teko. C'est pour se protéger du soleil. Et aussi des épines de plantes qu'on trouve dans les montagnes. Et ça, c'est un isiki, qu'on met pour éviter que les fesses soient mouillées dans les montagnes. Mais le nom veut aussi dire la fourrure de lion. Les moines vont dans les montagnes pour leur entraînement. Et ils s'assoient sur le siège de lion. Cet habit a beaucoup de sens. Ces crans percent un peu la neige. Et cela facilite la marche. Sans cela, on ne peut pas monter une pente. Moi, je suis devenu moine parce qu'un de mes ancêtres était Yamabushi. On doit faire des entraînements ascétiques. Mais on se met d'abord dans des conditions qui empêchent d'avoir des tentations. C'est un entraînement dur. Mais la chose la plus importante et la plus difficile de Shugendo, c'est d'essayer de continuer dans cet état et de garder ce naturel dans la vie quotidienne. Regardez bien comment est cette vallée. Il y a un risque d'avalanche. Donc, dans ce cas, on ne souffle plus dans la conque. En tant que guide local, je crois au dieu de la montagne, même si je ne suis pas Yamabushi. Pour moi, la montagne est un maître qui m'apprend à vivre.
Non seulement les montagnes, mais la nature elle-même est un dieu. Les hommes sont si petits face à elle. L'eau est indispensable pour les hommes, mais elle provoque des inondations. Le soleil, quand il fait beau, nous réchauffe, mais quand il est trop fort, il provoque des sécheresses. La nature, pour moi, est un maître qui m'apprend ce genre de choses. Moine ou laïque, Yamabushi ou non, ici tous partagent les mêmes croyances. La nature dans son ensemble est sacrée. La confrontation du corps à la nature libère et élève l'esprit. Par leur pratique initiatique dans les montagnes, les Yamabushi d'antan sont considérés comme les précurseurs de l'alpinisme. À partir de là, c'est une zone sacrée. Il y a le corps du dieu. C'est traditionnellement l'endroit le plus important du mont Yuduno. Qui a la bouteille de saké sacré? Il faut que je sorte les noix aussi. On a aussi des bananes. Et des bananes made in Japan. J'ai participé à un entraînement du Mont Aguro pour les débutants. Cela m'a donné envie de continuer. Cela fait maintenant 2 ans que je participe à ces entraînements. Je ne sais pas si je peux dire encore que je suis Yamabushi, mais je m'entraîne avec eux et j'espère pouvoir devenir un bon Yamabushi. J'ai l'impression que je peux apprendre qui je suis vraiment en tant qu'être humain en allant dans les montagnes. 마카한야 하람이다 신요 감제다이고 다교진 한야 하람이다 지게지게 도스베 도스베 지제 소교 지야그 분요대 자리 지대조 호지 소아가 한야 신요 Mais être Yamabushi à 7 n'empêche en rien la convivialité. Bien au contraire. Les dieux magnanimes nous permettent de partager leur saké, et cette fois, je me l'autorise. Pour parler des montagnes, je m'approche de la mer. Au Japon, elle se côtoie de près. Je découvre un littoral urbain en chantier. Le tsunami a frappé ici il y a 5 ans, dévastant tout sur son passage, et la reconstruction se fait progressivement. Mon GPS s'y perd. Les nouvelles routes ne sont pas encore répertoriées. Tournez à droite dans 200 mètres, puis tournez à gauche. Après de nombreux détours, je finis enfin par trouver la petite baie dont on m'a parlé et où habite Shigehatsu Atakeima. Homme de la mer, ostréiculteur et à la fois fervent défenseur des montagnes et des forêts qui les couvrent. Vous voyez, les coquilles sont accrochées à une corde. C'est une technique japonaise. On va les pendre à des radeaux. Les coquilles Saint-Jacques vont être ainsi mises à l'eau pendant plusieurs années dans la baie. Shigehatsu m'invite à suivre le bateau de pêche pour assister à l'opération.
En longeant le rivage, il se remémore l'événement qui a bouleversé le Japon et qui a touché ses côtes. Les vagues du tsunami sont arrivées entre ces deux îles. Elles étaient comme des montagnes. Toutes mes installations, jusqu'au dernier radeau, ont été emportées. J'ai du mal à croire que seulement 5 ans après, on ait pu se rétablir à ce point. Les tsunamis, c'est le destin de la mer. On ne peut que les accepter. Quand ça frappe, on n'a qu'à s'enfuir et après, il faut revenir et rétablir la vie. Shigehatsu a mis en pratique ses principes. Reparti de zéro, il a remis son entreprise à flot. Encore plus convaincu de la nécessité de préserver la nature dans son ensemble. C'est un pays de montagne et de mer. Les deux sont importants. Depuis les cimes de ces montagnes, 35 000 fleuves coulent jusqu'à la mer du Japon d'un côté et dans l'océan Pacifique de l'autre. Grâce aux nutriments végétaux de la forêt transportée par les fleuves, les côtes japonaises sont abondantes en ressources maritimes, que ce soit du poisson ou des coquillages. Sans la forêt, la mer ne serait pas si riche. Montagne couverte de forêts d'où coulent les fleuves qui alimentent la mer. Par l'expérience, Shigehatsu a découvert que tout était intimement lié. Au Japon, les montagnes ont particulièrement été préservées car elles sont le réservoir de l'eau indispensable pour la riziculture. Et les forêts qui les recouvrent sont tout aussi essentielles car le déboisement prive l'eau de nutriments, entraîne des inondations et détruit les systèmes d'irrigation. Cela me fait du bien de voir cette eau qui coule abondamment. On a eu des coups de marée rouge. Les huîtres grandissaient mal et parfois mouraient. Je me suis interrogé, quelle en est la cause? Donc j'ai marché le long du fleuve jusqu'à la source et j'ai découvert qu'il y avait tant de problèmes, comme le barrage, les pesticides utilisés par les agriculteurs et les eaux évacuées d'usines. C'est la forêt qui purifie l'eau. C'est pourquoi j'ai décidé de replanter des arbres en amont de cette rivière. Les actions de reboisement de l'ostréiculteur ne sont pas juste une initiative personnelle. Il les a transformées en véritable mouvement en fondant une association il y a déjà plus de 30 ans. Grâce à lui, chaque année, plus de 1500 personnes participent à des actions de reforestation et de sensibilisation dans les écoles. Shigehatsu m'a fait prendre conscience du lien indissociable qu'il existe au Japon entre la forêt et les montagnes, à tel point que le mot yama qui les désigne signifie aussi espace boisé. Alors je vais à la rencontre d'un homme des bois. Takashi est un bûcheron particulier, car il a décidé d'utiliser la traction animale pour le débardage. Ce cheval n'a pas travaillé depuis 3 jours. Alors je lui fais faire un exercice de préparation. Dans la montagne, les sentiers ne sont pas forcément en bon état, il y a des troncs. Comme ce cheval n'a pas beaucoup d'expérience, je le fais marcher sur des troncs maintenant pour le préparer aux conditions réelles. Ne marche pas sur la corde. Tiens-la bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, monte. Nous quittons le village et allons dans une zone de bois exploitée, gérée par le bûcheron. Nous nous retrouvons au cœur d'une forêt de sugi.
un conifère traditionnellement utilisé pour la construction des maisons et des temples. Attention, il va tomber vers la droite. Je vais amener le cheval ici pour qu'il transporte le bois. Les troncs sont juste en haut et le cheval va les sortir de la forêt. Je travaille avec un cheval car dans ces conditions, c'est plus efficace que les machines. Grâce à eux, cela nous évite d'abîmer la montagne. Ils peuvent aller presque n'importe où. Attention. Non, c'est dangereux. Doucement, doucement. Stop. C'est dangereux, ça. Doucement. Le débardage à cheval est meilleur pour l'environnement. En plus, il relève de la tradition locale et permet d'ajouter une valeur supplémentaire aux produits finis. Ces produits ont une véritable histoire et c'est très attirant pour les clients. Pour terminer mon voyage, j'ai décidé d'aller voir le souverain des montagnes japonaises. Le volcan le plus haut, qui culmine à 3776 mètres, le célèbre Fuji. Je m'approche du volcan par la route. Et je découvre que le printemps a commencé son œuvre. Les fleurs des cerisiers commencent leur festival. Alors tous les Japonais se rassemblent dans les parcs. On est venu pour le hanami. Et pourquoi ici? Ici, c'est connu pour les cerisiers. On a vu à la télé que les cerisiers avaient fleuri. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et en plus, il fait beau. Le hanami est une activité à part entière qui consiste à admirer la beauté des fleurs lorsque commence la floraison. Alors pique-nique et retrouvailles s'organisent sous les cerisiers. Mais je cherche autre chose. Il paraît que cet endroit est un des plus fameux pour sa vue sur le mont Fuji. Où est-on ici? On est ici. Et là, c'est le point de vue photo. Avec la vue sur le Fuji. Je tente de voir le mont Fuji. Mais la réalité ne ressemble pas à la carte postale. Le mont se cache dans la brume. La destination est à environ 4 km. Je repars en quête et tente de l'apercevoir entre les habitations et les lignes électriques. Cette fois, seul le sommet du volcan pointe. Tournez à gauche. Faites attention aux passants, vélos et motos quand vous tournez. Je suis le flot des voitures censé me mener au point de vue le plus proche et le plus prisé. Un peu trop prisé certainement, et surtout pris dans une brume épaisse. Impossible d'apercevoir le mont que nous foulons pourtant de nos pieds. Ce qui ne décourage pourtant pas les photographes. Les selfies devant les panneaux semblent contenter les visiteurs.
Certains sont venus de loin et ne pourraient manquer ce haut lieu du Japon. Where are you from? I'm from Vietnam. 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 Thai. Thai. Très beau. Merci. Vous êtes d'où? France. France. Oh. Deuxième tentative et deuxième échec. Il faut que je trouve autre chose. Je veux m'approcher au plus près du Fuji et sentir réellement ses pentes. Alors j'ai rendez-vous au temple de Fuji Yoshida. Je suis Yasushi. Je suis Sybille, ravie de vous rencontrer. Bonjour, je suis Titou. Ravie de vous rencontrer. Avant de nous rendre au mont Fuji, je te propose de visiter ce temple pour faire une prière. C'est pour notre sécurité, juste avant d'y aller. Sybille, tu as une pièce? Tu la lances, puis 2 fois, et 2 fois comme ça. Depuis le temple, avec Yasushi et Kiku, les 2 guides de montagne, nous nous rendons au départ de la marche, à plus de 1000 mètres d'altitude. Hier soir, il a beaucoup neigé. Je pense qu'il y a 5 à 10 cm de nouvelle neige sur la piste de randonnée. Ça va être une situation un peu plus difficile que d'habitude pour monter. Sybille, regarde le plan. Nous sommes ici maintenant. Là, c'est la 5e station. Nous installerons peut-être notre tente là. En hiver, peu de personnes montent le mont Fuji. Pourquoi? Parce que c'est difficile et que le mont Fuji est dangereux en hiver. Le risque est loin d'être négligeable. Seuls les randonneurs dotés d'expérience peuvent y aller. En bonne compagnie, avec Yasushi et Kiku, je n'hésite pas à tenter l'aventure. Le mont Fuji, pour nous, les Japonais, est un mont très spécial. Depuis longtemps, il faisait l'objet de toutes sortes de cultes et d'aspirations pour les randonneurs. C'est la 4e station. Comme tu le vois sur la photo, il y a environ 60 ans, il y avait un refuge ici. C'était une sorte de café aussi. Les randonneurs venaient pour se reposer et pour boire du thé et fumer une cigarette. Nous sommes ici. C'est une frontière. Ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout s'inclinent dans la direction du sommet. Beaucoup font ainsi. Ils viennent jusqu'ici, puis ensuite font demi-tour. Le sommet du mont Fuji est là sur le dessin. Mais d'ici, on ne peut pas le voir. Il est derrière le col devant nous. Nous vivons le privilège d'être seuls, sur les pentes du volcan en sommeil, au-dessus de la plaine. Que penses-tu pour le campement? Je pense qu'on va installer les tentes en bas.
Là où il y a un endroit plat. Là, il n'y aura pas de risque d'avalanche. Le dîner est bientôt prêt. Je pense que demain il fera beau. La lune m'accueille au petit matin et partage avec moi l'attente du lever de son compère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. La montée vers le sommet peut être très dangereuse. On va voir jusqu'où on peut aller. Je sais dans ces moments pourquoi j'aime tant la montagne. Grisée par le vent et l'effort lent de la montée, en communion totale avec le Fuji. Nous franchissons le Tori de la 7e station, à 3000 mètres d'altitude, qui va hélas sceller notre ascension. Il y a énormément de vent au sommet. Ce serait très difficile et dangereux d'avancer. C'est dommage, mais je pense qu'il faut arrêter et descendre. Merci. Merci. Bravo. Kiko, merci beaucoup. Le Fuji gardera donc sa part de mystère, protégé par les vents de l'hiver. La nature puissante des monts me rappelle que sa loi est au-dessus de celle des hommes. J'ai l'impression, grâce à ces hauteurs, d'avoir vécu au Japon un voyage dans l'espace, dans le temps et dans l'âme. Car dans les montagnes japonaises où l'homme s'invite, il n'oublie jamais quels sont ce lien entre la terre et le ciel. Qu'ils soient religieux, aïnous, ostréiculteurs ou fabricants de saké, tous m'ont rappelé ce que nous avons oublié. La nature est un lieu mystérieux, dangereux et nourricier, un lieu sacré.